Bonjour à tous, bienvenue à la lecture interactive de l'album Je ne suis pas un numéro. La grande silhouette sombre se découpait à contre-jour dans l'embrasure de la porte de notre maison. Nous habitions la réserve de Nipissing numéro 10. « Je suis venu chercher tes enfants, déclara le géant en me montrant son long doigt. « Quel âge as-tu? » Je me tapis derrière ma mère. « Chercher les enfants? »« Quel âge? » répéta-t-il. « 8 ans. » Ces mots chuchotés flottèrent hors de ma bouche. L'agent des Indiens entra d'un pas décidé dans la maison et s'approcha de mon père. « Tu savais que je viendrais. Les enfants doivent aller au pensionnat. Ils sont pupilles du gouvernement maintenant. Ils nous appartiennent. »« Pas Irène, dit ma mère en m'enveloppant dans ses bras. Elle a besoin d'être avec sa famille. Je ne vous laisserai pas la prendre. » L'homme haussa les épaules. « Donnez-moi les 3 enfants, si vous ne voulez pas avoir une amende ou aller en prison. » Nous n'avons pas le choix, Marianne, dit mon père d'un air vaincu. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils viennent les chercher. La peur monta en moi et me serra la gorge. Mes frères Georges et Ephrem restaient immobiles, la tête baissée. Ont-ils aussi peur que moi, me demandai-je. Mes autres frères et sœurs, ceux qui étaient trop grands ou trop petits pour être amenés, se blottissaient les uns contre les autres en observant la scène. Mon père nous plaça tous les 3 en demi-cercle devant lui. « Cet homme va vous amener vivre dans une école loin d'ici, » dit-il de sa voix douce et calme. « Nous ne voulons pas que vous partiez, mais c'est la loi. Nous sommes obligés. »« Pourquoi le laisses-tu nous amener » cria-je en m'écartant. Les mains de mon père tremblèrent et ses yeux se remplirent de larmes. Mon père, si aimant, le chef de la communauté, fort et sage, se détourna sans répondre. « Vite » dit l'agent des Indiens qui s'impatientait. Ma mère rassembla de la nourriture dans 3 petits paquets. « C'est pour leur voyage, expliqua-t-elle à l'agent qui tapotait sa montre. « Maman, demandai-je, vas-tu venir avec nous? » Elle secoua la tête. Je m'écriai. « Mais qui va s'occuper de moi? »« Des enseignantes et des religieuses, répondit ma mère. Tu apprendras beaucoup de choses dans cette école. » Un frémissement, une hésitation dans sa voix me firent douter de ses paroles. Ma peur tourna à la panique. « Je ne veux pas te quitter, chuchotai-je. Ma mère m'attira contre elle et j'enfus mon visage dans les plis de sa robe. Je la serrai si fort qu'il n'y avait plus d'air entre nous. Je ne voulais pas la lâcher. L'agent des Indiens ouvrit la porte et nous fit signe de sortir. Maman se dégagea de mon étreinte et posa un baiser sur ma tête. J'agrippai la veste de Georges et le suivis en trébuchant vers la porte. Au moins, j'avais mes frères avec moi. Intérieurement, je me promis que nous resterions toujours ensemble. Au moment où nous avancions, sous le soleil vers l'autobus qui attendait, ma mère se précipita dehors. « Prenez soin les uns des autres, cria-t-elle. N'oubliez jamais notre foyer ni nos coutumes. N'oubliez jamais votre père et votre mère. N'oubliez jamais qui vous êtes. » Je me retournerai une dernière fois et la contemplai à travers mes larmes. Comment pourrais-je oublier mes parents? Comment pourrais-je oublier qui je suis? Mais comment aurais-je pu me douter de ce qui m'attendait au pensionnat? Les filles, suivez-moi. Les garçons, vous devez aller dans un autre bâtiment. Une grande religieuse, appelée Sœur Marie, se tenait à l'entrée d'un immeuble imposant en briques. Mon cœur se serra quand les garçons furent amenés ailleurs. Nous n'avions pas pu nous dire au revoir. La petite étincelle de réconfort que j'avais ressentie en leur présence vacilla et s'éteignit. Je me tournai vers Sœur Marie, me sentant plus seule que jamais. « Je m'appelle Irène Courchy, » lui dis-je d'une petite voix. Je gardai la tête haute et joignis les mains pour que personne ne les voie trembler. Les yeux de Sœur Marie se plissèrent. « Nous n'utilisons pas de nom ici. Les élèves portent des numéros. Tu es le 759. »« Je ne suis pas un numéro. Je suis Irène Courchy, fille d'Irnès et de Marianne Courchy. Je n'oublierai jamais qui je suis. » Je fus conduite aux douches en vitesse avec les autres filles qui étaient arrivées en même temps que moi. Notre groupe demeura debout sous le jet d'eau glacée qui engourdissait nos corps. Sœur Marie nous surveillait. « Assurez-vous de bien frotter pour faire partir tout ce qui est brun. »« Elle doit préférer les filles à la peau claire, » chuchota quelqu'un près de moi. Je regardais mes bras foncés pendant que Sœur Marie les frottait avec un savon à l'odeur désagréable. Quand je fus sèche, elle me tendit une simple robe grise, des bas en tricot et une paire de souliers en cuir noir. Vêtue de mon nouvel uniforme, on m'amena dans une petite pièce où on m'ordonna de m'asseoir sur un tabouret. Le pire était encore à venir. Sœur Marie posa une cape sur mes épaules. « Maintenant, débarrassons-nous de ses cheveux. Tiens-toi droite, » ordonna-t-elle. Les ciseaux mordirent dans ma longue chevelure noire et je vis les mèches tomber par terre à mes pieds. Pour moi, il ne s'agissait pas d'une simple coupe de cheveux.
même si je n'aurais pas su comment expliquer à sœur Marie. Chez nous, une longue chevelure était source de fierté. Nous la coupions quand nous perdions un être cher. J'avais l'impression qu'une partie de moi mourait avec chaque mèche qui tombait. Plusieurs jours plus tard, assise avec les autres filles à une longue table en bois, je fixais des yeux le bol de gruau devant moi. C'était une substance grise et grumeleuse qui me faisait penser au plâtre que mon père avait utilisé un jour pour réparer des fissures dans un mur. À côté du gruau se trouvait un bout de pain blanc rassis. Je pensais au pain de ma mère, frais sorti du four, et à sa confiture maison aux fraises et à la rhubarbe. À la maison, nous ne faisions pas de somptueux festins, mais nous n'avions jamais faim. Ici, mon estomac gargouillait constamment, réclamant de la nourriture. « Mange !» La voix sévère de sœur Marie s'infiltra dans mes pensées. Je me forçais à avaler cette bouillie amère et grumuleuse dont l'odeur me donnait des hauts le cœur, et je me souviens des avertissements des autres filles. Si tu ne manges pas ton déjeuner, ils vont te le resservir à midi, et si tu le régurgites, tu devras manger ton vomi. Je portais la bouillie à ma bouche, cuillerée après cuillerée, en m'exhortant à ne pas vomir. « Ninan de Gad, j'ai tellement faim, grogna la fille devant moi. Je pris un morceau de pain et me penchai par-dessus la table. Tiens, je ne le veux pas. Elle sourit et tendit la main pour le prendre. Migwe, merci. Migwe Guyanjin. De rien, répliquai-je. Je n'entendis pas sœur Marie arriver derrière moi. Ta! Une grosse cuillère de bois s'abattit violemment sur mes épaules. Je poussai un cri de douleur. C'est la langue du diable, cria-t-elle. Nous ne la parlons pas ici. Elle me saisit par le bras et m'entraîna dans l'escalier. Elle marchait rapidement à grande enjambée. Je trébuchais derrière elle en essayant de ne pas tomber. J'avais déjà vu d'autres filles se faire amener pour recevoir une leçon. C'est ainsi que les sœurs nous rappelaient les règlements. Je redoutais ce qui m'attendait, dans la pièce, au bout du couloir. Sœur Marie me fit asseoir brusquement sur une chaise et se tourna pour remplir un bassin de lit avec des charbons ardents du poêle. « Donne-moi tes mains, dit-elle. « Ne me faites pas mal, chuchotai-je. « Donne !» Impossible de me dérober. Je tendis lentement les mains et sœur Marie abaissa le bassin brûlant sur ma peau. Je voulus crier. Au lieu de cela, je mordais la lèvre inférieure et fermais les paupières très fort en comptant les secondes jusqu'à ce que la sœur soulève le bassin. « Ça t'apprendra à parler cette langue ici. Tu devrais avoir honte! » Là-dessus, elle tourna les talons et partit. Je soufflais doucement sur les marques rouges qui boursouflaient ma peau. Honte? Je n'avais pas honte de ma langue. J'en étais fière. Mais on me dépouillait peu à peu de tout ce que je savais de moi-même et de tout ce que j'aimais. Les dernières paroles de ma mère, « N'oublie jamais qui tu es », résonnaient encore à mes oreilles. Je suis Irène Couchy. J'essaie de me souvenir, chuchotai-je, les larmes coulant sur mes joues. Quelques semaines plus tard, j'étais dans la chapelle pour la messe matinale, comme chaque jour et 2 fois le dimanche. « Si vous mémorisiez les chansons et priez beaucoup, vous irez au paradis », me disaient les religieuses. Je ne détestais pas la chapelle. C'était mieux que de transporter du bois pour alimenter la chaudière de l'école ou de raccommoder les vêtements usés empilés dans la salle de couture. Sœur Élisabeth s'assit à côté de moi et me pressa la main. Elle était plus gentille que la plupart des autres religieuses. Un jour, elle m'avait donné un morceau de steak juteux et une pomme de terre quand j'avais aidé à ranger après le copieux repas des sœurs et des enseignantes. Je lui rendis son sourire et scrutai les bancs de l'autre côté de la chapelle, à la recherche d'Éphrem et de Georges. Comme les garçons et les filles étaient séparés, la chapelle était le seul endroit où je pouvais les voir. Éphrem me regarda. Il était pâle. « Tu vas bien ?» Je haussai les sourcils, lui posant silencieusement la question. Il hocha la tête, puis se pencha en avant comme s'il m'interrogeait à son tour. Je fermai les yeux pour toute réponse. Mes mains me faisaient encore mal. Même si les marques rouges étaient devenues roses, le souvenir de cette punition est encore cuisant dans mon esprit. Je m'agenouillai, troublée. Pourquoi nous traite-t-on avec autant de cruauté? Pourquoi dois-je changer à ce point? Pendant que je chantais les hymnes et priais à haute voix, je suppliais secrètement Dieu de me laisser retourner auprès de ma famille. Les journées, les semaines et les mois s'égrenaient lentement, plus sombres qu'un jour de pluie sans fin. Debout à 6 heures, puis les prières, le gruyot, les corvées, les études. Cependant, la morosité quotidienne était préférable à la crainte des punitions. Je rêvais d'être de retour à la réserve où je jouerais avec mes frères, mes sœurs et mes cousins. Je voulais entendre le chant des sturnelles dans les prés. J'avais envie d'écarter les bras, prête à voler comme elles. Je rêvais de m'envoler au loin, mais il n'y avait pas d'évasion possible pour moi. Juste au moment où je commençais à croire que cette vie à l'école ne prendrait jamais fin,
Une annonce me remonta le moral. Nous allions rentrer chez nous pour l'été. Chez nous. Je n'avais pas prononcé ces mots depuis si longtemps. Ma maison serait-elle comme avant? Mes parents me reconnaîtraient-ils? Je n'avais pas eu de leurs nouvelles de toute l'année. Nous n'avions pas le droit d'écrire ni de recevoir de lettres. Le démon est dehors, nous disait sœur Marie. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer en contact avec le monde extérieur. Mais tout le monde savait que les religieuses craignaient la réaction de nos familles si elles apprenaient comment nous étions traités. Lorsque je vis mes parents devant notre maison, je compris que tout était resté comme avant. Ma mère se précipita pour nous embrasser et me souleva pratiquement de terre en me prenant de ses bras. Mon père me pinça les joues. J'ai pensé à toi chaque jour, chuchota-t-il. Je ne t'ai pas oublié, répondis-je. Je n'ai jamais oublié qui j'étais. Papa sourit et posa son front contre le mien. Ce soir-là, toute la famille s'attabla devant un festin de pâté à la viande et de brochets frits. Guidane, Guidane, insista ma mère, mangez tout. Je repris du poisson et l'empilai sur mon assiette. Je me rendis compte que je n'avais pas entendu parler Ojibwe depuis près d'1 an. Miigwe, répliquai-je. Les mots que je connaissais si bien semblaient étranges dans ma bouche. Ce soir-là, en posant ma tête sur l'oreiller, je fus hantée par les images de sœur Marie qui me pourchassaient dans un long couloir, une ceinture de cuir à la main. Je me réveillais en sursaut et tentais de calmer les battements affolés de mon cœur. Finalement, j'allais m'asseoir à la fenêtre, où le bruit familier des vagues sur la rive du lac réussit à m'apaiser. Malheureusement, les cauchemars ne s'arrêtaient pas là. Je savais que bientôt, les feuilles vertes se teindraient de rouge et d'oranger, indiquant que le cauchemar bien réel de la vie de cet horrible endroit allait recommencer. « Ne m'obligez pas à y retourner, je vous en prie, suppliai-je à mes parents. J'avais commencé à leur raconter ce qui s'était réellement passé dans cette école. Les yeux de mon père s'étaient assombris quand j'avais décrit les leçons de sœur Marie. Ma mère s'était bouché les oreilles, incapable de m'écouter. « Je dois trouver le moyen de vous garder ici, déclara mon père. Il nous faut un plan. » Je serrai les poings. Oui, un plan, mais lequel? Si nous désobéissons, que nous feront-ils? Demanda ma mère. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, rétorqua mon père. Nous ne renverrons pas nos enfants dans cet endroit. Nous les cacherons. Nous ferons en sorte que l'agent ne puisse pas les trouver. Tout le monde se mit à parler en même temps. Nous pourrions nous cacher dans les chambres à l'étage, mais l'agent fouillerait dans tous les coins pour nous trouver. Nous pourrions nous cacher derrière la maison, mais il nous repérerait facilement. Nous pourrions courir jusqu'au lac et nous dissimuler dans les roseaux, mais non, il n'était pas assez dense pour nous cacher. Puis mon père fit une suggestion. Vous pourriez vous cacher dans mon atelier. Mon père avait un atelier de taxidermie sur notre terrain, assez près pour qu'on puisse courir s'y réfugier, mais séparé de la maison. Cela suffirait-il? L'atelier de papa nous fournirait-il la protection dont nous avions besoin? Je regardais mes frères et mes parents. Nous hochâmes la tête en guise d'acquiescement tacite. Un pacte silencieux. Nous avions un plan, et l'été s'achevait. Quand le jour fatidique arriva, j'étais dans la cour en train d'aider ma mère à étendre le linge. Le vent soufflait mes cheveux dans ma figure. Ils avaient repoussé. Bientôt, ils atteindraient mon dos. « Il s'en vient !» cria ma sœur aînée. Je laissa tomber le panier à linge et risquai à un coup d'œil sur le côté de la maison. Il était là, mon ravisseur. Le même agent qui m'avait enlevé 1 an plus tôt remontait le chemin d'un pas déterminé. Maman se figea sur place, aussi terrifiée que moi. Mon père sortit en courant par la porte arrière, précédé d'Éphrem et de Georges. « Irène !» dit-il en me prenant par les épaules. « Va te cacher dans l'atelier avec les garçons !» Mes pieds refusaient de bouger. « Ne le laisse pas m'emmener, suppliai-je. »« Cours !» ordonna mon père en me faisant pivoter et en me poussant en avant. Je trébuchai, puis repris mon équilibre. Nous avions un plan, et le moment était venu de le mettre en œuvre. Mes frères traversaient le chemin à toutes jambes. Je me lançai à leur suite et nous courûmes, affolés, jusqu'à l'atelier. Après avoir poussé la porte, nous nous écroulâmes à l'intérieur. « Cachons-nous !» m'écriai-je. Je plongeais derrière de grosses caisses et me blottis contre mes frères pour ne pas être vu. De ma cachette, je pouvais voir dehors par la fenêtre. Peu de temps après, j'aperçus l'agent des Indiens qui approchait sur le sentier, suivi de mon père. Je posai un long doigt sur mes lèvres pour avertir mes frères de garder le silence. La porte s'ouvrit en grinçant. « Je sais que vous êtes ici !» fit la voix de l'homme dont je me souvenais si bien. La sueur coula le long de mon dos. « J'ai envoyé les enfants dans ma famille plus au nord, » dit mon père. « Je ne sais pas quand ils vont revenir. » Je tournais légèrement la tête pour essayer de le voir, ce qui se passait. Les pieds écartés et les bras croisés, l'agent regardait fixement mon père. « Tu ferais mieux de ne pas mentir, Ernest.
Tu auras des problèmes si tu n'envoies pas tes enfants à l'école. » Puis mon père, adoré, le chef de la communauté, fort et sage, se redressa de toute sa hauteur. « Faites ce que vous voulez, dit-il d'une voix basse et calme. Appelez la police. Faites-moi arrêter. Vous ne reprendrez plus jamais mes enfants. » Des secondes, qui me parurent une éternité, s'écoulèrent. Mon père toisa l'homme qui lui rendit son regard. Je contenais mon souffle. L'agent partirait-il? Serions-nous découverts? Je regardais mes frères. Ils avaient les yeux écarquillés, plus grands que la pleine lune. Une éternité. Puis, sans un mot, l'agent des Indiens tourna les talons et sortit de l'atelier. Pendant un instant, personne ne bougea, au cas où le danger ne serait pas complètement écarté. Puis mon père se tourna lentement et tendit les bras. Nous sortîmes de notre cachette et nous jetâmes sur lui. Je riais et je pleurais en même temps, tremblant de la tête aux pieds. Nous étions en sécurité. J'étais Irène Couchy, fille d'Ernest et de Marianne Couchy, et j'étais chez moi.